Je résume donc ce diagnostic où on est en présence d'une augmentation des crimes environnementaux, les crimes communs, les écocrimes et les écocides, les crimes les plus graves, parce qu'il existe des lacunes juridiques à l'échelle des États. D'abord, le droit pénal, quand avec la clinique du droit de Sciences Po, on a fait une étude en la matière, le droit pénal des États en matière environnementale est lacunaire parce que très dispersé, des sanctions qui sont difficiles à appliquer ou alors peu importantes. Parce qu'on se concentre sur une criminalité traditionnelle, le narcotrafic, ou même la lutte contre le terrorisme. Il n'est pas question de les hiérarchiser, mais simplement de se rendre compte pourtant que les sécurités sont croisées. Interpol et le programme des Nations Unies ont démontré que l'argent du crime environnemental servait à alimenter le terrorisme et à alimenter des armées rebelles. Où la déforestation illégale ou l'extraction illégale conduisait aussi à une aggravation du changement climatique. Tout cela pour dire que pour un État, préserver la sécurité environnementale, c'est aussi préserver la sécurité économique, sanitaire et aussi la sécurité géopolitique. Alors, l'impuissance du droit d'aujourd'hui, voilà le diagnostic, et face à cette défiance à l'égard du droit liée à un manque d'engagement des États, un manque de coopération internationale aussi lié à une corruption forte qui permet aux mafias de l'environnement de passer au travers du filet ou des filets du droit. Voilà quelques points en termes de pronostic et non plus de défiance, mais cette fois de confiance, où le droit peut être une arme puissante au service de l'environnement. C'est le sous-titre du rapport que le groupe et que j'ai remis à la ministre de la Justice en février 2015, des écocrimes à l'écocide, le droit, une arme puissante au service du droit, au secours du droit. Il s'agirait de faire évoluer le droit pénal à l'échelle déjà des États, parce que le droit pénal, traditionnellement, est un élément essentiel de la souveraineté. De quelle manière ? En modifiant dans le droit pénal, dans le code pénal, des chapitres qui aujourd'hui ne sont pas spécifiques en matière environnementale. En Colombie, dans certains pays d'Amérique du Sud, en Russie, dans d'anciennes républiques soviétiques, également en Italie depuis peu, il y a un chapitre spécifique en la matière. Et alors, à l'échelle internationale, de quoi s'agirait-il ? On pourrait, ce sera le point abordé par Valérie Cabanès, évidemment, aller dans le sens d'une convention ou d'amendement au statut de la Cour pénale internationale. Plusieurs voies sont possibles. Et on est ici pour évoquer ces voies différentes. Dans ce rapport, si vous le souhaitez, je peux vous communiquer la version en anglais, en portugais ou en français des deux propositions de convention internationale en la matière. Il s'agirait de créer une convention internationale par laquelle les États s'accordent sur une définition commune de ce que sont les écocrimes, de ce qu'est l'écocide, sur les moyens de lutter contre ces crimes au travers de la coopération judiciaire et policière, en matière également d'approfondissement des politiques de développement, parce que si les crimes sont commis ailleurs et que d'autres dans les pays du Nord en profitent, c'est parce que c'est un marché et que pour certains c'est un mode de subsistance. Il s'agirait également de proposer un parquet ou un procureur international de l'environnement qui pourrait venir au soutien des parquets nationaux en la matière, et pourquoi pas, de la même manière qu'il existe le GIEC, le groupe des experts sur le climat, qui sont des experts indépendants qui alertent sur les problématiques climatiques, pourquoi pas créer un GREEN, un groupe de recherche d'experts en matière environnementale pour enquêter, pour faire un suivi, un reporting sur l'état de la criminalité environnementale. Voilà ce qui pourrait être à plus long terme, mais à très court terme, je tiens à insister sur une voie d'espoir. Les États se sont accordés le 30 juillet 2015 à l'Assemblée générale des Nations Unies pour adopter une résolution à l'unanimité par acclamation pour lutter contre la criminalité environnementale, ce qui veut dire que la transformation est en marche. Il suffirait dès aujourd'hui que tous les États fassent entrer ces crimes dans leurs droits nationaux et qu'ils ratifient la Convention de Palerme sur la criminalité organisée pour faire du crime contre l'environnement un crime suffisamment grave et permettre aux polices nationales et internationales d'avoir des techniques d'investigation comme l'infiltration, comme la cyber-infiltration, comme également les écoutes téléphoniques pour lutter contre ce type de crime. Je terminerai donc par ces sécurités croisées. Parler d'environnement, c'est parler aussi de la sécurité géopolitique et géostratégique. C'est
très lié également au climat. Et je terminerai avec cet espoir et cette confiance. Il appartiendra à tous et toutes ici de construire ce droit de demain. Merci beaucoup. On en arrive à Valérie. Donc Valérie, c'est rigolo parce que je trouve que ton parcours illustre bien ce que tu essayes de faire avec nous ici aujourd'hui. Donc tu es un peu celle qui nous réunit ici. Et tu es toi aussi juriste en droit de l'homme. Aujourd'hui, tu te bats ardemment pour les droits de la nature, ou en tout cas les responsabilités de l'homme vis-à-vis de la nature. Et donc pour moi, tu incarnes un petit peu cette convergence de toutes ces initiatives qu'on défend aujourd'hui. Ta proposition à toi, c'est celle des écocides, que je connais un petit peu puisque je fais un petit bout de chemin avec toi, mais je t'invite à l'expliquer, à la proposer à notre assemblée ici réunie. Merci. Oui, comme l'a dit Laurent, il y a un point où les droits de la nature, à travers les crimes contre l'environnement, sont si molestés que la sécurité humaine, la paix sur Terre finissent par être eux-mêmes en danger. Et donc, il y a plusieurs niveaux de possibilités de pouvoir effectivement mieux protéger la nature. Je préfère dire la nature plutôt que l'environnement, parce que déjà dans le terme environnement, l'homme se situe à l'extérieur. Aujourd'hui, il est effectivement temps de reconnaître notre interdépendance entre l'homme et la nature, ce qui nous a été rappelé en début de conférence. Et quand Marie disait que le mouvement And Ecocide on Earth essaye de réunir en fait différentes perspectives, c'est effectivement pour arriver à changer ce paradigme, à faire que l'humain se retrouve être reconnu comme un maillon du vivant, et surtout que l'humanité et les générations à venir sont dépendantes de la protection de ce vivant. Les conditions de la vie sur Terre sont menacées. Nous avons perdu 43% de la biodiversité. Nous sommes au seuil d'une 6e extinction des espèces. Les océans se sont acidifiés de 25%. Nous avons perdu 90% des poissons. Nous avons des engagements des États lors de la COP qui nous mènent vers un réchauffement climatique d'au moins 3 degrés, voire 3,4 degrés. C'est des situations qu'on a connues, nous non, mais en tout cas l'humanité a connu il y a 125 000 ans, et le niveau des mers était supérieur de 6 mètres. Je crois que nous sommes dans un déni de réalité de ce qui nous attend. Et c'est pourquoi aujourd'hui il est impératif de relier l'homme et la nature dans le droit et de le normer à travers le droit pénal international. Nous demandons donc effectivement que le crime d'écocide, à savoir une atteinte grave et durable au commun planétaire, les océans, les pôles, l'atmosphère, l'extra-atmosphère, les rivières transfrontalières, les espèces migratrices, soient protégées par le droit pénal international, et je l'espère bien évidemment, parce que c'est tout à fait complémentaire, soient protégées par une charte de l'environnement. Ces communs planétaires doivent être donc effectivement protégés pour assurer l'avenir des générations futures. Et puis nous devons aussi protéger les services écosystémiques dont vont dépendre des populations entières ou des sous-groupes de populations, c'est-à-dire des minorités ou des peuples autochtones. Vous comprenez bien que la Convention sur le génocide, elle ne prend pas en considération les moyens de détruire des populations à petit feu. La Convention sur le génocide, elle parle d'une destruction massive par les armes, mais en temps de paix, il y a aujourd'hui, par le biais de l'action des multinationales, des actions qui sont menées qui finissent par détruire des cultures, détruire des peuples, détruire notre avenir commun. Donc il est impératif qu'un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine soit aujourd'hui reconnu par la Cour pénale internationale.
ce serait effectivement ce crime d'écocide qui a l'ambition de réunir l'homme, son droit à la vie, son droit à la santé, mais aussi un droit transgénérationnel pour protéger les générations futures. Et la seule façon de le faire, c'est de protéger le vivant sur Terre. Stratégiquement, il suffit d'un seul État pour porter ce projet auprès de Ban Ki-moon, qui a à charge, dans ces conditions-là, dans l'année, de convoquer les 123 États partis à la Cour pénale internationale. Il y a effectivement une conférence de révision qui est prévue en 2017. Donc nous, mouvement citoyen, nous cherchons aujourd'hui effectivement à convaincre des États de porter ce projet. Et quand on regarde la liste des États partis au statut de Rome, nous nous rendons compte que les 2 tiers nécessaires pour voter en faveur d'un tel projet sont possibles parce qu'il y a bien 2 tiers de ces pays qui sont des pays du Sud, qui sont des pays vulnérables au changement climatique, qui sont des pays dont les ressources sont spoliées par les multinationales. Et la Cour pénale internationale est indépendante de l'ONU et donc n'est pas sous l'influence, par exemple, des États-Unis, qui bien évidemment n'ont pas ratifié, vous imaginez bien, le statut de la Cour pénale internationale. Nous n'en avons pas besoin, nous nous affranchissons de leur pouvoir, de la même façon que si la France peut être ambassadrice sur ce projet, tant mieux, mais les intérêts nucléaires français, de toute façon, quelle que soit la reconnaissance de la nécessité du crime d'écocide, même par notre président François Hollande, qui a reçu de nouveau cette demande hier par les gardiens de la mère nature, les peuples autochtones qui ont créé une alliance et qui ont rencontré à l'Élysée hier le président François Hollande pour lui demander d'être ambassadeur de ce projet. Nous savons que la France ne pourra pas être porteur de ce projet, donc nous comptons énormément sur les pays du Sud. Et je voudrais ici remercier, parce que je n'ai pas pu le faire avant, je voudrais remercier Kofi Dogbevi. Est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît ? Et je remercie en pensée Adam Sherson, parce que ce mouvement pour un droit de la terre, ce mouvement pour l'écocide, existe depuis déjà plusieurs années. Mais grâce à Kofi, grâce à Adam, nous avons une proposition clé en main de 17 amendements au statut de la Cour pénale internationale. Elle est écrite, elle est diffusée, et il n'appartient qu'à vous d'en être des ambassadeurs. Merci. J'aimerais inviter une invitée de marque, Vandana Shiva, qui est avec nous aujourd'hui. Et je voudrais qu'elle conclue, qu'elle nous parle de son combat, mais surtout qu'elle nous dise comment ce qu'elle a pu entendre aujourd'hui lui paraît ou pas porteur d'espoir. I'm really honored. Thanks, Vandana. Thank you. Thank you so much, all of you. Way back in 1983, a case was brought to the Indian Supreme Court. It was about protecting a valley from mining. It was brought under Article 21. No? Yeah. Okay, use that one. Oh, there's one here. Yeah, the red one. Hello. Yeah. So this case on mining in 1983, I'd done the study for the Ministry of Environment of India, and it was brought to the Supreme Court under Article 21 of our Constitution, which is on the right to life of all citizens of India and the state's duty to protect life. And our study had established that mining was destroying the water, the aquifer, the life support, and the court interpreted the destruction of ecosystems as a threat to life, and the mines were banned, but under a human rights clause, and an entire valley was declared a green valley. And I think that is really our challenge, that no matter where we begin, we have
just two tasks before us. The first is to remember again something that you just mentioned, Valerie, that we never are separate from nature. We can't be. We'd be dead without the air she gives us, without the water we get, the food we get. And separation is a 200-year-old fossil construct. I call it a fossil construct because it's grown with the availability of fossil fuels, the availability of mechanization and industrialization, and all of the scientific and economic structures that were built to create a separation. I'm a scientist trained in physics, and I could never understand how the so-called founding fathers of modern science could say nature is dead, how Bacon could say she has to be raped to know her secrets, how Boyle could say reverence for nature interferes in the empire of man. Who gave you permission to establish an empire over the earth? That short period, it is so short in ecological evolution. It is so short in human evolution. So I think the big challenge is to remember that we are part of nature. We can never escape, except in our brains. And that too is an illusion. And the people who think they're separate are the ones who have a problem, not those of us who don't. And most cultures of the world are cultures of the earth. And then there are the communities for the protection of nature, and the communities that have so far thought of human rights as separate. But everything we see is showing us you cannot separate the two. 2015 is the year of soil. So we've produced many books on soil, some scientific, some cultural. And what touched me so much was to recognize that the word human comes from this word humus, which is the Latin word for soil, that we are of the earth. And even the Laudato Si that was discussed, there's 2 paras that the Pope has written about how we are of the earth, we are of the soil. So that's the first correction, the correction of the reductionist mechanistic paradigm as the ruling paradigm into an ecological worldview. And that ecological worldview feeding both law as well as our ideas of the economy, our ideas of development. And I don't think we need to be worried too much that every place we can't address the issue in the same way. You mentioned how you've had to go to European levels and you've had to go to international levels. In other countries, the international is what's becoming the problem. For us, free trade treaties, WTO, TTIP, TPP, that's the problem. The international is the problem. So you go to the national, the subnational, the local. And the minute we have diversity as a core guiding principle, biological diversity, cultural diversity, legal diversity in the sense, it doesn't matter. You could begin with human rights, but end up with ecological rights, the rights of nature. You could begin with rights of nature and defend the rights of people. But even more importantly, the highest law is natural law. And in my 45 years now, long time, in my 45 years of movement participation, I can tell you the best struggles for the earth are struggles that come from the recognition that the laws come from the earth. A state doesn't write them, a corporation definitely cannot write them. Nature writes them, and our duty is to defend those laws. It's also to understand those laws. And so we have fought criminalization of seed saving by writing the law of the seed, by studying what does the seed tell you. It tells you diversity, it tells you resilience, it tells you nourishment. What's the law that comes in UPOV, patenting? Uniformity, uniformity, uniformity. And there's a criminalization of diversity. I want to just touch on 2 things that make our task both easier and more difficult. The first is that the crisis that is linking ecocide and genocide is unfolding so fast, so very fast, that our ability to shape another imagination has to be even more
not desperate, but it has to be more accelerated. Not through carelessness. Acceleration doesn't mean carelessness, but the sense that things are unraveling too fast. One way in which, and I think this is a task especially for I do not see how President Hollande could call a meeting 2 months ago, the summit of the conscience. I was there. And he said, we don't believe in violence. We don't believe in responding to violence with violence. And then you get 13th of November. And there's no looking at, how did an ISIS get created in 4 years? How? There is no history being told about 2009 when 1 million peasants were uprooted because the soils are getting desertified. Climate extremes are extending droughts. Same is the story for where Boko Haram has arisen. So we need to go beyond conflicts to their roots and the connection between ecological collapse and the collapse of civilization. And it's happening now in our times in millions. And if the models of agriculture that are being pushed, of careless land use, monoculture commodity production, chop all the biodiversity, mine all the water, put the fertilizer out, if there's one group of people who are really dangerous at COP, it is what we call the Exxons of agriculture. These are the fertilizer companies using the fracked gas. And they're pushing, and we have, and this will be available on the website. It's called the raging elephant in the climate change room. 50% greenhouse gases are coming from this, but long before the gases come, they've destroyed the soil. They've desertified, and we have an ancient Vedic saying, in this handful of soil lies your future. Take care of it, it'll sustain you for millennia. Destroy it, it will destroy you. And we are seeing that happen in our lifetimes. And these people pushing the wrong kind of agriculture and the wrong relationship with the earth are talking about that being smart. That's stupid. They call it climate smart agriculture. Bill Gates is stomping around. Monsanto stomping around. Yara stomping around. So I feel we need to connect more deeply what's happening in the corporate world, the technology world, the legal world, and the activist world. Our environmental laws were shaped by a 10-year movement to protect India's forests through hugging the trees, the Chipko movement. That gave our environmental laws 10 years of grassroots resistance. It didn't come from the top. It came from the bottom. And I think we need to recognize that very often it'll be these actions from the grassroots that are going to create a wake-up and a possibility of an alternative. The second thing I want to mention is that in connecting the violence to the earth and violence in society, we have made a pact, and I think there are copies on the table. There's a very short version. There's a longer version. It was first drafted at an event on November 9th in Paris, in the block where some of the bombing took place, with the local organic farmers, Solidarity Navdanya. Now it's become a very global pact, and we will be planting a garden of hope on the 5th in La Villette, because there are two futures for humanity. Make money while you can, privatize every commons, turn every crisis into a market for weapons, thinking that then you'll escape to the moon. All of these guys talk of escaping to Mars. They call it terraforming Mars, making Mars an agriculture zone. Take responsibility for this beautiful earth. There is no escape, and there should be no escape allowed. It is immoral, it is a crime. And we can either have dead zones all over. Today is the day of oceans. These same fertilizers are the reason for dead zones in the ocean. And so the interconnected world, we've had 200 years of separation, division. Humans from nature, nature divided, humans divided. Now is the beginning of rejuvenating a paradigm of interconnectedness.
And that will be the ingenuity of our times. If we can manage to do it, we will have a future. If we fail, we won't. So either a garden or a dead planet handled through weapons in producing our food and weapons for dealing with each other. I know Esperanza is here. Are you here, Esperanza? Or did you leave? No. So Esperanza, with your permission, whoever's chairing, is someone chairing? Not anymore. If you give a permission, Esperanza will share with you a new manifesto, a new initiative from Italy on the right to garden, which I believe is the duty to care and the right of the earth. Where is my ¿Quieres traducirme o presento en inglés? Preséntame en inglés. No, what I want to share with you today, this night, is an initiative that is moved from different countries, different people. The idea is that we need concrete steps to protect nature, to protect the rights of nature. And some of these steps have been done by communities, by nationalities, indigenous people, and for example, keeping oil underground is one of these important initiatives, keep carbon underground or gas underground. But all of us need also to move in this line and to do these steps. And one very important thing that these people are promoting is to ask United Nations the recognizing of garden as a human right. The idea is to recover the relations with nature, to let all of us, including those living in urban places, to have these connections with nature. This is very important not only in the material sense, but also nature is for all of us, have other meaning like sensitive, sensual, this kind of relations that can be very important if we move the idea to have garden as human rights. So this is the address. You can see here is www.garden human rights. And what these people is demanding is to go inside this place and to sign these petitions. The idea is to present the petitions during this COP. So this is the address, and what we want is to invite all of you to be part of this initiative, of this idea to have garden as a new human right. So that's all. That's all. Merci beaucoup d'être resté toute cet après-midi. Ça a été un moment très fort. Ça me fait penser, je finirai sur ça, par une phrase qu'a prononcée Umberto Piaguaggi hier à l'Alliance des gardiens de la Terre, en parlant de l'écocide. Il est le représentant des 30 000 victimes de Texaco Chevron en Équateur. Il nous a dit, vous savez, l'écocide, ce n'est pas le fait de détruire l'écosystème terrestre. C'est le fait de détruire notre lien spirituel avec la Terre. Merci, bonne soirée. No, I just wanted to thank you everybody for coming, and we'll wait for you guys tomorrow at the Rights of Nature Tribunal at Maison de Métalloh. Thank you so much for coming.